Les intérêts d'Israël sont peut-être différents, d'avoir des amis, des relations, des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, des intérêts militaires. Pour nous, l'intérêt, c'est la protection de deux choses. C'est la communauté juive en termes d'antisémitisme et puis la protection des libertés religieuses. Le grand rabbin Moshe Levin, rabbin du Raincy et directeur général du Conseil des rabbins européens qui s'est tenu à Jérusalem ces derniers jours. On va parler avec lui justement de ce qui s'est dit au cours de ce Conseil des rabbins européens et puis d'une visite d'une partie des rabbins au tombeau des rois à Jérusalem. Moshe, bonjour, Boker Tov. Boker, mon cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors justement, pour faire un bilan de ce Conseil des rabbins européens, de quoi avez-vous parlé en particulier ? On a parlé de beaucoup de choses, sachant que le congrès qui était en plénière, c'est-à-dire avec plus de 300 rabbins, est un congrès qui a lieu tous les 2 ans. Il a été reporté plusieurs fois entre le Covid et puis également il a été reporté, il avait été initialement programmé non pas à Jérusalem, mais à Bakou en Azerbaïdjan, et pour des raisons de sécurité, il a été annulé 5 jours avant la tenue de cette conférence. Et donc c'était un moment où tout le monde pouvait se retrouver. Et puis, quoi de mieux que Jérusalem pour se retrouver ? Et puis, le congrès a eu lieu en très grande partie au Kotel, dans les souterrains aménagés. Et c'était formidable de pouvoir échanger, puisque aujourd'hui les rabbins font face à des défis similaires dans des pays différents, que ce soit des questions d'antisémitisme, que ce soit des questions d'abattage rituel, de Brit Mila, ce qui est toujours intéressant d'échanger, de voir comment chacun lutte et d'essayer de coordonner, ce qui est un peu le rôle de la conférence des rabbins européens, de coordonner pour qu'il y ait une action qui soit solide. Lorsque un pays est menacé pour la Shrita, il n'a pas toujours les moyens de faire face en termes d'avocats, en termes de conseils, en termes de stratégie. Et lorsqu'on est unis et ce qui est le cas, eh bien, c'était très intéressant. On a eu également des intervenants de très grande qualité. On a eu des cours de Torah. On a voulu profiter que ce soit le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Hebron, Rav Farbstein. On a eu le Rav Reuven Elbaz, des sommités qui sont venus. Bien sûr, les 2 grands rabbins d'Israël, Rav Kalman Bar et puis Rav David Yosef. Et puis, on a eu une qualité assez incroyable. On a alors le comité, ce qu'on appelle le standing committee, le comité qu'on peut appeler le comité directeur, oui, qui a eu lieu déjà depuis dimanche. Donc c'était dimanche, lundi, mardi, mercredi. Alors il y a eu aussi une visite pour le standing committee chez le président de l'État d'Israël, le président Herzog, et c'était d'ailleurs très touchant parce que il nous a reçus, on va dire 2 heures avant l'annonce de la libération du corps, plutôt de la reprise du corps que de la libération, puisque ce n'a pas été volontaire, de Ran Gvili. Et imaginons parler des conséquences de la guerre dans les pays européens et de savoir que 2 heures après, il devait enlever la pince jaune était quelque chose de particulièrement touchant. Donc on a eu des moments d'émotion, des moments d'étude, des moments d'échange. Et puis le rabbinat européen fonctionne beaucoup, c'est peut-être le Covid qui a donné, avec des cours en ligne, des formations, pas juste des cours, des formations diplômantes avec des certificats. On a fait récemment une formation sur la Hevra Kadisha, qui était au niveau européen, des rabbins français ou des personnes qui s'occupent de la Hevra Kadisha, comme Monsieur Benaïm, qui est le responsable de la Hevra Kadisha, qui a suivi cette formation, à qui on a remis les certificats, et dans tous les domaines, dans énormément de domaines, il y a des dizaines de cours qui sont faits
en ligne avec des personnes qu'il est plus facile de faire intervenir en ligne que de déplacer d'Israël, des États-Unis ou d'ailleurs. Et c'est un petit peu un plus qui a été apporté. Alors, vous parliez d'antisémitisme et on peut comprendre que c'est un des sujets les plus brûlants à l'ordre du jour du Conseil des rabbins européens. Ça coïncidait, votre conseil coïncidait avec la convention organisée par le ministère de la Diaspora et le ministre Amichai Shikli sur la lutte contre l'antisémitisme. Quels sont les apports, on va dire, nouveaux que vous avez pu apporter dans la discussion? Quelles sont les perspectives que les rabbins européens avancent pour essayer de lutter contre l'antisémitisme en Europe aujourd'hui? Bien, oui, vous faites bien de rappeler ce congrès auquel, bien sûr, nous ne sommes pas associés. Pour une raison très simple, c'est que les intérêts de l'État d'Israël ne sont pas forcément les intérêts des communautés juives françaises ou européennes. Je prends un exemple. Lorsque on salue la qualité et qu'on a des relations avec l'AfD, je parle de l'Allemagne, oui. Parce que là, lorsque le ministre, qui était l'organisateur, le ministre Shikli, organise un congrès en parlant de l'AfD positivement, oui. Pour nous, c'est quelque chose d'impossible. On sait clairement que l'AfD, par tous et par les médias européens, est considérée comme néo-nazie. Donc les intérêts d'Israël sont peut-être différents d'avoir des amis, des relations, des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, des intérêts militaires. Pour nous, l'intérêt, c'est la protection de deux choses. C'est la communauté juive en termes d'antisémitisme et puis la protection des libertés religieuses. Donc la stratégie, la manière de coordonner les choses est différente, de savoir si oui ou non il faut avoir des relations avec certains musulmans ou autres, de savoir comment lutter de manière coordonnée, la coordination dans les différents pays. Tout cela, c'est des choses qui sont en dehors, qui sont analysées à l'aune de la communauté juive européenne et pas sur la vision stratégique d'Israël. Alors, une dernière question. Alors, vous avez été visité à l'issue de ce congrès, vous avez été visité le tombeau des rois à Jérusalem. Je ne sais pas s'il y avait, il me semblait que c'était une délégation du Conseil des rabbins européens qui s'est rendue sur place. Pourquoi c'était important pour vous d'aller sur ce tombeau des rois, qui est un site, on va dire, français, qui porte sur lequel flotte le drapeau français? Oui, alors ça n'était pas initialement prévu. C'est quelque chose qui s'est organisé de manière assez impromptue, puisque le consul général de France à Jérusalem, Nicolas Cassadedes, était venu partager un petit déjeuner avec nous, et nous étions dans un hôtel qui était à 200 mètres. De ce tombeau des rois. Et lors du petit déjeuner, on a discuté du tombeau des rois. Il nous a parlé des sommes énormes, 3 millions, qui ont été investis pour la restauration de ce site et j'en profite de dire, qui est désormais ouvert au public sur réservation. Il suffit de réserver sur le site du consulat et je vais ajouter, malgré les 3 millions dépensés par la France pour le restaurer, il est ouvert gratuitement. Le Grand Rabbin de France était intervenu, a suivi de très près ce dossier pour qu'il puisse être ouvert et surtout ouvert aussi gratuitement, ce qui n'est pas le cas de tous les monuments. Et donc, il est visitable avec une limite, un seuil limite, parce que, vous le savez, c'est un site particulier. C'est pas tout à fait le tombeau des rois. C'est plutôt, les archéologues attribuent cela à la reine Hélénie Amalka, la reine Hélène d'Adiabène, à l'époque du 1er siècle. Donc, c'est un site archéologique, historique. Je crois d'ailleurs que il y a un lien fort avec la France, puisque c'est les frères Pereire qui en avaient fait don à la France. Et c'est assez intéressant, parce que la France était vue comme la protectrice, entre guillemets, des lieux saints. Ils avaient mis pour la science et pour la fidélité des enfants d'Israël. Comme pour dire qu'ils n'avaient peut-être pas confiance
envers les Ottomans pour la pérennité de ce site, et ils ont donné, les deux frères Pereire, qui étaient des banquiers, ont donné cela à la France, et donc la France, comme elle a, je crois, 4 sites, mais ça c'est le seul site juif qui appartient à la France. Il y a la fameuse église Sainte-Anne, il est à Bougoche, etc. Et donc, on lui a posé la question si on pouvait le visiter, et immédiatement il a dit avec plaisir, et il nous a fait une petite visite avec cette petite délégation qui était des Français. Mais c'est vrai qu'il y avait le grand rabbin de Bruxelles qui était avec nous, mais c'est un concours de circonstances que cela a été organisé, et ça n'a pas été programmé initialement. Eh bien, monsieur le grand rabbin Moshe Levin, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, à la fin, à l'issue de ce congrès des rabbins européens qui s'est tenu donc à Jérusalem cette année de manière assez exceptionnelle et impressionnante. C'est important de le souligner puisque vous le disiez. C'était la première fois d'ailleurs. Voilà, c'était la première fois d'ailleurs, effectivement. Avec les 70 ans de la conférence des rabbins européens. Eh bien voilà, c'était une très bonne occasion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de si bon matin. Passez une agréable journée. Shavua Tov, à bientôt. Et bonne fête de Tou Bishvat. Et bonne fête de Tou Bishvat, effectivement.